Mesdames et messieurs, bonsoir. Très ravi de vous retrouver pour cette édition de 20h Week-end. À la une de l'actualité ce soir, cet appel vibrant à l'unité et à la paix à l'occasion de la 144e célébration de l'appel de Seydina Limamou Laye. La cérémonie officielle sous l'égide du ministre de l'Intérieur a rassemblé les fidèles laïens dans une atmosphère de solennité. Dans l'actualité également, ce pas de géant vers l'autosuffisance laitière avec l'arrivée de plus de 1000 jeunisses gestantes à haut potentiel laitier au port de Dakar. Accueillies par le ministre de l'Élevage et des Productions Animales, ces nouvelles venues sont le fer de lance d'une stratégie nationale visant à freiner l'importation de lait. Notre grand format de ce soir explore les efforts substantiels du Sénégal à travers le PUDC, le Puma et Promoville. Ces programmes phares de l'État visent à réduire les disparités et à promouvoir une inclusion sociale à travers le territoire. Ibrahim Ondong nous plongera au cœur de ces initiatives qui transforment la vie des communautés. Et puis, triomphe en terre d'éléphant, la Côte d'Ivoire s'empare de son 3e titre de champion d'Afrique en battant le Nigeria 2-1 dans une finale palpitante. Les Ivoiriens, portés par une nation en effervescence, ajoutent une nouvelle plage glorieuse à leur histoire. Retour sur cette victoire éclatante dans cette édition. Voilà pour les titres de ce 20h. Bienvenue et merci de nous recevoir chez vous. D'abord, retour sur la célébration du 144e anniversaire de l'appel de Seydina Limamou Laye, marqué par une cérémonie officielle empreinte de solennité et d'appel vibrant à la paix. Sous la conduite du ministre de l'Intérieur, la délégation gouvernementale a rejoint les fidèles laïens pour commémorer cet événement religieux. L'accent mis sur la paix, la stabilité sociale et politique a résonné dans les discours. Le compte rendu de Salou Seck. La cérémonie officielle constitue la dernière étape de la célébration du 144e anniversaire de l'appel de Seydina Limamou Laye. Pour l'occasion, le ministre de l'Intérieur a dirigé la délégation gouvernementale. Dans son discours, le coordinateur général de l'appel a salué l'appui du gouvernement pour la bonne organisation de l'événement. Selon lui, toutes les dispositions ont été prises par les services de l'État conformément aux engagements pris lors du CRD. Seydina Issa Laye Thiaw en a profité pour magnifier le travail du président de la République et son soutien constant. Dans son discours, le ministre de l'Intérieur est revenu sur l'importance de cet événement. Selon lui, cet événement permet de rappeler les enseignements du Mahdi. Pour lui, le choix d'un thème d'actualité qui porte sur l'unité et la stabilité sociale et politique est très important. Maître Sidiki Kaba est revenu sur l'appel au dialogue du chef de l'État pour un système électoral transparent et apaisé. Il en a profité pour transmettre les remerciements du chef de l'État et prier pour un Sénégal de paix. Prenant la parole, le porte-parole de la famille laïenne a d'abord abordé la vie et l'œuvre du Mahdi. Mamadou Lamine Laye a invité les Sénégalais à cultiver la paix. Il a salué la présence des familles religieuses et l'appui de l'État pour la réussite de cet événement. Le deuxième jour de l'appel de Seydina Limamou Laye a vu Djamalaye et Yoff vibrer au rythme de la ferveur et de la spiritualité. Des milliers de fidèles laïens se sont rassemblés pour célébrer et méditer sur l'héritage du Mahdi guidé par l'imam Ratib de Yoff. On reste avec vous, Salou Seck. Une foule immense pour perpétuer l'œuvre de Seydina Limamou Laye. La matinée de Djamalaye, communément appelée Yor Djamalaye, est l'une des étapes les plus attendues par les disciples. Cette cérémonie commémore le 144e anniversaire de l'appel du Mahdi. Un appel qui fut lancé un jour de dimanche, 1er Shaban 1301. En ce moment même, c'est pour cela qu'on l'appelle Yor. C'était un appel pour revivifier l'orthodoxie musulmane. Appeler les gens à revenir à l'islam orthodoxe parce qu'il était appris dans un contexte marqué par le paganisme, mais marqué par beaucoup d'innovations blâmables. Il était un grand rénovateur qui a su participer au changement des comportements. Cette cérémonie est animée par l'imam Ratib de la grande mosquée de Yoff, Mohamed Makhtar Laye. Dans ses sermons, il revient toujours sur l'actualité en mettant l'accent sur les enseignements de Seydina Limamou Laye. Des enseignements qui sont adaptés au contexte, qui permettent aux gens de revenir sur l'orthodoxie musulmane, mais aussi de résoudre les problèmes actuels, les problèmes de l'heure. Revoir nos comportements pour essayer de changer
et rester dans la voie qui nous permet d'être proches de Allah subhanahu wa ta'ala, de garder nos valeurs, de garder nos bonnes habitudes, mais de vivre en paix. Et comme c'est de coutume, les pèlerins sont toujours habillés en blanc, une couleur qui symbolise la pureté. Parce que Seydina Limamou a réussi à instaurer une société équitable. Il a réussi la justice sociale. C'est pour cela qu'il a banni même les noms de famille. Tout le monde s'appelle là, il n'y a pas de différence. Et il a demandé à ses adeptes de porter le blanc pour pallier aux inégalités. La matinée de Djamalaye constitue également un grand moment de prière et de communion. Je suis venu assister à cet appel et faire mon ziyar. Ce sont des moments importants pour nous et on va en profiter et beaucoup prier pour la paix et la stabilité au Sénégal. Nous allons formuler des prières pour le Sénégal et pour tout le monde. C'est un événement important pour nous, les Layènes. À Djamalaye, la tradition a été donc respectée. L'œuvre de Seydina Limamou Laye a été revisitée au grand bonheur des disciples. Au cœur du 144e appel de Seydina Limamou Laye, une association dynamique se distingue, incarnant l'esprit de service et de dévouement cher à Al-Mahdi. Constituée de jeunes engagés de la communauté, cette équipe s'investit activement dans des domaines cruciaux tels que l'environnement, la santé et le social. Mansour Dia. La jeunesse au service du Mahdi, regroupée au sein d'une association, les membres de Vision 129 apportent leur contribution pour la bonne marche de la communauté, et cela depuis 2008. Au début, nous avions comme objectif de faire des tours de famille pour regrouper toute la famille de Seydina Limamou alayhi salatu wassalam, tous ses petits-fils. Ce n'est qu'après qu'on s'est rendu compte que nous avions du potentiel et qu'on pouvait quand même un peu agrémenter les choses et élargir notre champ d'activité. On a décidé d'inviter les fidèles et tous les croyants qui voulaient participer un peu à la construction de cette communauté, donc servir le Mahdi, comme notre slogan le dit. Et c'est à la suite de cela que nous nous sommes ouverts. Et que beaucoup de membres aussi sont venus rejoindre l'association. Et depuis lors, nous œuvrons carrément pour la bonne marche des activités de l'association. À l'approche de ce grand événement, ils ont mené beaucoup d'activités dans tous les villages. Cette année, nous avions comme objectif 70 tonnes et par la grâce de Dieu, on a pu avoir tout ça. Et aussi, il y a eu 3000 bouteilles d'huile de 5 litres que nous avons eu à distribuer. Et pour la distribution, ça ne se limite pas seulement à Yoff. Donc on a donné certainement à toute la famille du Mahdi, mais aussi on a donné à diverses personnes issues de Yoff, diverses familles démunies. Mais nous avons élargi les choses. Nous sommes allés à Ngor, nous sommes allés à Cambérène, nous sommes allés à Malika, Yembel. Et cette année, l'innovation de taille et notre visite au niveau de Kayar. L'opération Sokhna Koumba Diagata, qui est la mère du Saint-Maître, qui est la mère du Mahdi, qui avait l'habitude aussi d'avoir des invités, d'avoir beaucoup de personnes qui venaient et elle servait tout le temps des mets, qui leur servait aussi des mets déjà et qui les hébergeait. Pour la bonne organisation des activités de la communauté laïenne, ces ambassadeurs du Mahdi apportent un soutien considérable concernant la logistique et la sécurité. C'était un programme 7-7 qu'on faisait, ça a duré 15 jours de base. 7 jours, on laissait ici, dans cette sainte place, 7 jours pour faire le tamisage complet. On procédait au nettoiement des rues et des ruelles de Yoff, au nettoiement de la résidence du Khalif et de ses frères, au nettoiement aussi de la place de la grotte Khuntama et au nettoiement de aussi Cambérène. Concernant le nom de leur structure, c'est tout un symbolique. Nous souhaitons amener la communauté dans une autre dimension. Et donc c'est ce qui a motivé le choix de Vision. Pour le 129, il y a le chiffre 63 et 66 qui se rejoignent. La somme, c'est sa forme 129. 63, c'était l'âge du prophète Seydina Mohamed alayhi salatu wassalam quand il était à la Mecque. Et 66 ans, c'est l'âge de Seydina Limamou alayhi salatu wassalam lorsqu'il est venu ici au Sénégal. Donc si on a fait cette somme-là. Pour le rayonnement et la vulgarisation des enseignements de Seydina Limamou Laye, ces jeunes comptent apporter leur dynamisme avec comme leitmotiv la jeunesse au service du Mahdi.
Et dans la ferveur spirituelle de l'appel de Seydina Limamoulaye Al-Mahdi, une initiative culinaire d'envergure prend forme pour accueillir les pèlerins. Une cuisine centrale, le fruit de l'effort collaboratif de la commission restauration et des daïras, s'active pour offrir repas et réconfort aux fidèles venus honorer la tradition. Mbara Ndiaye et Youssouf Kaba nous plongent dans les coulisses de cette opération d'hospitalité. Des milliers de fidèles layènes ont rallié Yoff, l'ultime étape de l'appel de Seydina Limamoulaye. Nourrir les pèlerins est une recommandation du Mahdi. Je suis trop fière d'être là. Celui qui a fait l'appel, sa maman Kumba Ndoye Laye, avait l'habitude de cuisiner et de donner de la nourriture aux gens. Si on se met sur la même voie, on ne peut que s'en réjouir. Si on pouvait, l'appel allait durer plus de 2 jours. J'habite à Yeumbeul et je suis lébou. Tout le monde connaît la générosité des lébous à l'endroit des convives. À la cuisine centrale de la commission restauration, les femmes s'activent à satisfaire les fidèles venus répondre à l'appel. Si on te donne 40 ou 50 millions en plus du riz et de l'huile, la viande, le poisson et la volaille, tout est disponible. Les moyens sont là. Le matin, on a mis au feu 10 marmites pour le petit déjeuner, 20 marmites pour le déjeuner et le dîner. Des fois, je peux même ajouter du mohamsa pour les gens qui viennent. Une autre cuisine visitée, celle du Daïra Groupe Bâche. Chaque appel du Mahdi, des mets succulents sont présentés aux pèlerins. Chaque jour, on mettait au feu 3 marmites, c'est-à-dire 3 marmites de riz et 2 marmites de mbahal. Pour le dîner, on met 3 marmites et de même que pour le petit déjeuner. Le jour de l'appel, on augmente la quantité, car chaque pèlerin qui vient ici doit manger à sa faim. La commission restauration de l'appel et les daïras se sont donné une mission, nourrir tous les pèlerins qui le désirent. Ce 144e appel de Seydina Limamoulaye reste un moment de ferveur religieuse et de générosité remarquée. Et pour étancher la soif des fidèles lors du 144e appel de Seydina Limamoulaye, la CNO a déployé un réseau impressionnant de 460 points d'eau gratuits renforcés par des camions citernes assurant une hydratation continue aux milliers de pèlerins. Amadou Diallo. L'appel du Mahdi a encore retenti et la CNO a répondu présente. Fidèle à sa mission de service public, la CNO a assuré une fourniture impeccable en eau à Cambérène, Ngor et Yoff. La société a mis en place 460 points d'eau et gratuitement à la disposition des pèlerins. Jusqu'au moment où je vous parle, le dernier point que j'ai eu à faire avec les équipes qui s'occupent de la supervision du réseau en temps réel, nous n'avons pas encore enregistré d'appel de manque d'eau. C'est dire qu'effectivement, il y a une forte mobilisation qui a été faite pour assurer une bonne desserte en eau de l'ensemble de ces localités-là. L'autre chose également que nous avons eu à faire pour bien accompagner l'appel, c'est la mise en place de points d'eau publics. C'est des points d'eau où les populations peuvent s'approvisionner gratuitement sans payer de l'eau. On en a réalisé 460 points d'eau. Donc à cela également s'ajoute, toujours sous demande du comité d'organisation, un service de camions-citernes qui a été mis en place pour pouvoir répondre à des demandes ponctuelles, à des zones bien déterminées, à savoir les cuisines ou autres. La CNO est dans une dynamique continue d'innovation afin de toujours faciliter aux usagers toutes les procédures. Nous, la direction clientèle aussi, nous venons dans cet événement pour partager nos transformations digitales, dont notre agence en ligne noflyceno.sn, qui va permettre à ses clients de pouvoir effectuer toutes les transactions, toutes les demandes qu'on peut effectuer dans une agence physique en ligne depuis chez eux. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Faire une demande, faire une réclamation, partager une inquiétude, tout peut se faire maintenant depuis chez soi.
Aussi, on a noué des partenariats avec les opérateurs comme Wave, Weasel Money, Orange Money, Proximo, Free Money pour faciliter nos transactions et les paiements de nos factures. La CNO a ainsi pris toutes les mesures pour un approvisionnement correct des pèlerins, sans oublier le domicile du Khalif des Layènes et l'ensemble des membres de la famille de Seydina Limamou Laye Al-Mahdi. Autre titre ce soir, des génisses gestantes à haut potentiel laitier ont été réceptionnées hier au port autonome de Dakar par le ministre de l'Élevage et des Productions Animales. Ils sont plus de 1000 animaux qui serviront de levier supplémentaire dans la politique de réduction et de la facture laitière du Sénégal. Le compte-rendu est signé Lamine Touré. Une bergerie flottante au port autonome de Dakar. Ces animaux sont dans un bateau en provenance de la France. Ils sont convoyés au Sénégal par l'Association nationale pour l'intensification de la production laitière. Aujourd'hui, nous sommes là pour réceptionner pas moins de 1350 génisses gestantes, à peu près 300 chèvres laitières et une centaine de moutons laitiers. Ceci est la 5e opération après avoir fait ANIPL 1, ANIPL 2, ANIPL 3 et ANIPL 4. Le ministre de l'Élevage et des Productions Animales a pris part à la réception. Il s'agit d'un vaste programme de l'État piloté par le privé. Objectif, réduire de manière significative la facture laitière du Sénégal. Je remercie bien entendu Son Excellence, Monsieur le Président de la République Macky Sall, qui depuis le début a cru en nous et nous a permis d'obtenir une subvention qui nous a servi à réduire la facture laitière pratiquement de 50%. Si je dois vous dire que la facture laitière en 2017, ou un peu avant, était de quelques 70 milliards, et grâce à ces importations de vaches laitières, nous avons pu résoudre ce gap-là de moitié. La 6e opération du JAR est attendue dans moins de 2 mois. C'est une belle opportunité pour moi de remercier une fois de plus l'ensemble des acteurs qui sont intéressés à l'élevage, parce que l'élevage est devenu maintenant une affaire de tous les Sénégalais pour résoudre le gap de lait. Nous sommes pratiquement à moins de 50% actuellement de nos importations de lait. Cela veut dire qu'il y a encore des efforts à consentir et nous remercions son Excellence d'avoir voulu mettre une enveloppe de 2,5 milliards pour la subvention à 50% de ces vaches-là. Au-delà de la facture laitière, le Sénégal mène une politique soutenue en matière d'autosuffisance en viande. L'amélioration génétique des espèces de bovins et de caprins dans le pays traduit cette vision de l'État. L'État du Sénégal, justement, qui s'engage dans la quête d'équité territoriale à travers des programmes ambitieux tels que le PUDC, Puma et Promoville. Ces initiatives visent à garantir un accès égal aux services essentiels et à améliorer significativement la qualité de vie des populations. Découvrons comment ces leviers de développement façonnent une nouvelle géographie de l'inclusion sociale. C'est un grand format, signé Ibrahim Adam. Au fil de cette piste sinueuse, l'horizon s'éclaire d'une lueur d'espoir. À chaque tour de roue, un contraste se dessine. D'un côté, l'ombre pesante de l'isolement, de l'autre, la promesse éclatante d'une connectivité renforcée par des projets ambitieux. À la frontière entre le Sénégal et la Guinée dans le département de Goudomp, les empreintes du piment sont visibles. Des travaux de désenclavement au grand bonheur des populations. La joie est grande pour nous. Pour moi, le maire personnellement, mais pour aussi la population. Parce que sur le plan de la communication, les gens avaient vraiment de la peine à circuler, mais à évacuer aussi, leurs produits. Vous voyez ces arbres-là, il y en a beaucoup dans la zone, mais on avait du mal à les évacuer. Donc même pour aller à Samine, c'était vraiment des difficultés. Des difficultés qui seront bientôt oubliées grâce au programme d'urgence de modernisation des axes et territoires frontaliers. Un programme avec plusieurs composantes. Parmi les composantes du piment, le volet désenclavement est un volet extrêmement important puisqu'il s'agit du désenclavement physique, désenclavement donc routier, fluvial, maritime
et même téléphonique et numérique. C'est un certain nombre donc, de secteurs que le Puma est en train d'exécuter sur le terrain. Relativement maintenant à la mobilité concernant les pistes et les ouvrages de franchissement, effectivement, le Puma a aujourd'hui au total réalisé 400 km de pistes et réalisé plus d'une dizaine donc, de ponts au niveau de ces zones. Des investissements importants dans les 10 régions frontalières où on note l'intervention du Puma. L'impact quand même, il est mesurable en termes de satisfaction donc apportée à ces populations-là qui, il faut le dire, étaient un peu laissées en rade par rapport en tout cas à l'évolution. Et je crois que c'est là où il faudrait quand même remercier cette vision donc, du chef de l'État qui a permis donc, de créer un programme dont le but est de réaliser une discrimination positive. C'est d'ailleurs dans cette même trajectoire que s'inscrit le PUDC, Programme d'urgence de développement communautaire, initié depuis 2015. 2015 à nos jours, on peut dire que nous avons presque mobilisé un peu plus de 400 milliards pour toutes ces infrastructures et ces équipements dédiés au monde rural. Dans une première phase, nous avions mobilisé 123 milliards pour réaliser quelques 600 km de pistes, réaliser quelques 340 systèmes hydrauliques, équiper le monde rural, notamment les femmes, en équipement post-récolte pour alléger les travaux de la femme en milieu rural, à peu près 5000 unités, des moulins, des décortiqueuses, vraiment pour alléger les travaux des femmes en milieu rural. Tout cela n'a qu'une finalité, améliorer les conditions d'existence des populations. Il avait théorisé avant le démarrage du programme ce qu'il avait appelé en son temps le nouvel ordre de priorité, ayant constaté que l'essentiel des investissements, l'essentiel des infrastructures était pour le monde urbain depuis nos indépendances. Donc il fallait quand même rééquilibrer les choses, aller vers une politique d'équité territoriale, d'équité sociale, pour que justement ces populations qui vivent en milieu rural vivent mieux. Nous avons trouvé des besoins assez importants. Nous l'avions évalué à peu près à 500 milliards en 2014-2015. Et là, aujourd'hui, ça fait plus que 500 milliards. On est peut-être dans l'ordre de 800-900 milliards. La volonté du gouvernement de soulager les populations ne se limite pas à cela. Promoville fait aussi partie de ces programmes qui symbolisent l'équité territoriale. Au terme de ces 8 années d'existence, le programme Promoville a pu réaliser plus de 200 km de voiries aménagées, plus de 4000 lampadaires, un réseau de drainage sur cette voirie-là que nous avons réalisé, plus de 5 bassins qui ont été aménagés dans la banlieue de Dakar, 9 collecteurs pour pouvoir relier ces bassins qui ont été réalisés. Et toutes ces infrastructures, aussi bien de voiries que ces infrastructures sociales, ont bénéficié à plus de 3 millions de Sénégalais. Dans l'exécution de ce programme, les jeunes occupent une place importante. Le programme Xëyu Ndaw ñi est bien pris en compte. Le programme, en plus de toutes ces infrastructures qui sont réalisées, intervient également sur le volet pavage du programme Xëyu Ndaw ñi. Et à travers ce programme, nous avons pu réaliser plus de 240 000 m² de pavage, mais nous avons pu employer plus de 2000 jeunes dans les localités d'intervention. Alors, il est heureux de constater aujourd'hui que ces jeunes que nous avons employés dans le cadre du programme Xëyu Ndaw ñi ont pu profiter de cette expérience-là pour pouvoir créer des entreprises où ils emploient d'autres jeunes, mais également qui leur permettent d'avoir des revenus, qui leur permettent de rester au Sénégal et qui est la preuve vivante qu'on peut vivre au Sénégal et trouver de l'emploi en tant que jeune Sénégalais. L'équité territoriale est un concept qui se veut principe d'aménagement à plusieurs échelles. La mise en œuvre d'un tel principe permet ainsi de corriger des situations marquées par l'injustice spatiale. La loi portant report de la présidentielle ne remet pas en cause l'intangibilité de la durée du mandat du président de la République. Éclairage de Mamadou Dème, enseignant-chercheur à la faculté de droit de l'UCAD. Il a expliqué le sens de la disposition dérogatoire à l'article 31 à l'émission Point de vue. On l'écoute. À ce niveau, un certain nombre d'éclaircissements s'imposent. Oui. Ce n'est pas une loi qui vise à modifier l'article 27 de la Constitution, qui est relative à la durée du mandat. C'est une loi qui porte dérogation à l'article 31 de la Constitution qui
prévoit les délais d'organisation donc de l'élection présidentielle. À partir de ce moment, le débat consistant à dire que cette loi remet en cause certaines dispositions de la Constitution, notamment la durée du mandat du président de la République, est difficilement soutenable parce que la loi en tant que telle n'apporte aucune modification à l'article 27 donc, de la Constitution. Autre chose, c'est que cette loi aussi, elle n'apporte aucune modification à l'article 103 de la Constitution, dans laquelle on retrouve justement certaines dispositions intangibles de la Constitution, notamment la nature donc, du régime, mais aussi le fait que effectivement nul ne peut modifier donc la durée du. Je vous fais lecture à présent de ce communiqué du ministère de la Communication, des Télécommunications et du Numérique par décision numéro 0022 du 4 février 2024. La licence de diffusion du groupe Walfadjri a été retirée pour les motifs tirés des violations répétées des prescriptions législatives, réglementaires et contractuelles inhérentes à l'autorisation de diffusion et à la suite des regrets exprimés par le PDG du groupe Walfadjri, M. Chernias, au cours de l'audience accordée par le président de la République à des personnalités de la société civile accompagnées du personnel du groupe. Le chef de l'État a, dans sa mansuétude habituelle, décidé de faire apporter la sanction, En conséquence, nous, ministres de la Communication, tout en saluant la magnanimité du président de la République dans ce contexte d'appel au dialogue national, mettons fin à ce retrait à compter de ce jour, tout en appelant les responsables du groupe Walfadjri à leur responsabilité. Enfin, les dispositions combinées des articles 57 et 63 et de la loi numéro 2017-27 du 13 juillet 2017 portant code de la presse exigent que les entreprises de presse doivent assurer l'équilibre dans le traitement des informations et respecter l'ordre public en veillant à ne pas diffuser des programmes ou messages de nature à inciter à la violence ou à la haine. Apaisement à l'horizon aux industries chimiques du Sénégal. Sous l'égide du gouverneur de Thiès, un accord a été conclu mettant fin à une période de tension sociale. Syndicats et direction des ICS s'engagent sur une entente triennale promettant une enveloppe de 2,85 milliards de francs CFA pour répondre aux attentes financières des employés. Fatmata Banelba. Une signature d'accord qui scelle le renouveau au niveau des industries chimiques du Sénégal, ICS. Après avoir paralysé le travail pendant des jours pour exiger 1% des bénéfices des ICS, représentant 6 milliards 290 millions, les syndicalistes ont finalement obtenu gain de cause. Grâce à la médiation du gouverneur de la région de Thiès, ils ont réussi à avoir une augmentation de 2 milliards 850 millions sur 3 ans. Une augmentation historique selon les représentants syndicaux. Je pense qu'à travers l'expérience que nous avons vécue, on se comprendra mieux. On espère que dans le futur, que nous n'arriverons pas en tout cas à cette situation. Nous encourageons les deux parties en tout cas à assainir le climat social, de faire de telle sorte qu'on ait un apaisement, en tout cas des esprits et des cœurs. Je pense, monsieur le gouverneur, que l'accord que nous allons signer dans quelques minutes rentre exactement dans ce cadre-là. Il est équilibré, il permet de répondre à une demande et en même temps, il ne perturbera pas les équilibres globaux de l'entreprise. L'accord n'a pas été facile à obtenir. Il a fallu plusieurs rencontres soldées par des échecs avant que l'autorité administrative ne réussisse à obtenir cette somme. Cette augmentation des salaires va améliorer le pouvoir d'achat des travailleurs, dont le nombre tourne autour de 1200 agents, et aura un impact certain sur l'augmentation de la productivité. Nous allons aujourd'hui signer notre accord qui ramène la paix et qui permet aux travailleurs d'améliorer leurs conditions de travail et leurs conditions d'existence. Le montant, il porte sur 2 milliards 850 millions que nous avons obtenus de la direction générale. Ils méritent plus, ils veulent plus, mais je leur ai dit que tout se fait dans le temps.
Une fois cette entente trouvée, la revalorisation des bénéfices alloués au personnel des ICS obtenus, le gouverneur n'a pas manqué de donner des conseils aux dirigeants et délégués syndicaux. Il faut d'abord que la direction générale respecte les travailleurs et les délégués syndicaux. Il faut que vous leur donniez plein de considération. Quant aux délégués syndicaux, vous aussi, je vous ai demandé, et en vous parlant droit dans les yeux, qu'il y a une attitude attendue d'un responsable. C'est d'abord l'esprit d'ouverture. 2, c'est l'oreille attentive qu'il faut prêter à la direction générale. Le gouverneur Oumar Mamadou Baldé promet de toujours soutenir les travailleurs pour une amélioration de leurs conditions de travail. Il a aussi indiqué être entré en contact avec les responsables des ICS basés à Dubaï et repreneurs de ce fleuron de l'industrie sénégalaise qui était alors au bord de la faillite. Cap sur Saint-Louis maintenant à la découverte des jardins du Pont, le nouveau poumon vert qui métamorphose le cœur de la ville en havre de paix. Niché entre les ruelles animées et le majestueux fleuve, ces espaces verdoyants invitent à la détente et à la communion avec la nature. C'est un reportage réalisé par Abdouat. Tous les jours, à partir de 17h, Billy travaille ses gammes à la guitare. Un exercice important pour le jeune artiste en vue d'améliorer ses talents de guitariste. Je viens souvent répéter ici, méditer, réfléchir avec les copains avant de rentrer à la maison. Ici, c'est l'art de la rue. Pour une meilleure concentration, les jardins du Pont constituent selon lui l'endroit idéal. C'est un endroit qui nous aide à rester calme avec un esprit apaisé. Ce que l'on n'avait pas auparavant. C'est une vraie opportunité. Comme Billy, plusieurs jeunes profitent de cet espace vert aménagé au cœur de Saint-Louis pour faire une promenade, prendre quelques clichés souvenirs dans ce cadre propice à la détente. Cet endroit, c'est presque ma maison. Je viens ici presque tous les jours avec mes amis. On fait quelques tournages ou alors on vient juste observer le fleuve. Bon, je suis venu ici juste pour prendre de l'air, en fait. Voilà, pour libérer quelques soucis qui sont dans ma tête, comme ça. Quand on a ces genres de jardins ici, au Sénégal surtout, c'est très bon. La beauté rime avec propreté. Les jardins sont soigneusement entretenus et nettoyés régulièrement par les agents de la commune. Résultat, la place publique garde tout son attrait. C'est beau, c'est aéré et c'est très propre. On s'aperçoit aussi à quel point c'est bien nettoyé. C'est pourquoi on aime cet endroit. Saint-Louis attire beaucoup de visiteurs sénégalais ou étrangers, très souvent séduits par la ville et la beauté de son paysage. C'est la première fois que je viens à Saint-Louis. C'est calme, on respire de l'air pur et on peut discuter tranquillement avec ses amis dans ce jardin. J'avais vraiment envie de découvrir Saint-Louis. On m'avait dit que c'était un bel endroit. Je trouve que c'est calme, il y a de l'espace et les gens sont accueillants. Ahmed et sa famille sont venus effectuer la prière de fin d'après-midi dans le jardin. Enseignant en sciences islamiques, l'Égyptien d'une trentaine d'années se délecte de la belle vue du fleuve Sénégal que lui offre cette place publique. J'adore vraiment cet endroit. C'est beau, c'est magnifique et Saint-Louis reste une très belle ville. Ahmed apprécie particulièrement le sens de l'hospitalité de Saint-Louis, mais mieux encore, l'attachement de la ville à la religion. J'ai visité Touba lors du Magal, Tivaouane durant le Mauloud, Dakar également, mais j'aime particulièrement Saint-Louis. Les Saint-Louisiens sont très attachés à ces espaces verts, lieux de convergence de la jeunesse lors des grands événements, à l'instar des fêtes de fin d'année ou des journées mondiales de la jeunesse.
La Malaisie a organisé un dîner d'amitié en l'honneur des solides relations avec le Sénégal. Dakar et Kuala Lumpur entendent renforcer leurs liens diplomatiques et économiques. Mamoudou Sakine. Parmi les invités, il y avait des hommes d'affaires, des hauts fonctionnaires, des pharmaciens, bref, les amis de la Malaisie. Tous ont effectué le déplacement pour célébrer l'amitié entre Dakar et Kuala Lumpur. Une occasion pour l'ambassadeur de saluer les solides liens entre les deux nations, tout en réitérant l'engagement de son pays à renforcer la coopération avec le Sénégal. Le dîner de ce soir est un symbole du partenariat qui lie nos deux pays. La Malaisie et le Sénégal sont séparés par des milliers de kilomètres, mais ce soir, nous sommes réunis par les liens d'amitié, de compréhension et d'une vision partagée pour un avenir meilleur. L'amitié entre les deux pays se traduit par une collaboration significative dans des domaines comme l'économie, l'éducation et la finance islamique. J'ai le plaisir de vous informer qu'en 2023, le Sénégal reste le premier partenaire commercial de la Malaisie en Afrique de l'Ouest, le volume des échanges ayant augmenté de 12,5% pour atteindre 230,8 millions de dollars américains. Ces dernières années, nous avons assisté à une croissance régulière du volume de nos échanges commerciaux. Un dynamisme des relations salué par le Sénégal qui entend œuvrer pour le renforcement de la coopération entre Dakar et Kuala Lumpur. I commend the effort of the Embassy of Malaysia in Senegal, and especially my brother. Nous saluons l'initiative de notre frère, son Excellence l'ambassadeur. Ce dîner permet de consolider les relations qui unissent nos deux pays. Cette soirée est le point de départ de nouvelles perspectives d'une vision commune entre le Sénégal et la Malaisie. We lay the foundation for deeper cooperation and friendship between Senegal and Malaysia. Des opportunités telles que le marché halal s'offrent aux hommes d'affaires sénégalais. La Malaisie, c'est aussi la beauté de ses sites touristiques, la qualité de sa formation. Le QR code lancé est une mine d'informations et de ressources sur ce pays d'Asie du Sud-Est. Les échos de la CAN avec ce triomphe historique pour les Ivoiriens. Les éléphants décrochent leur 3e étoile dans une finale palpitante en battant le Nigeria 2-1. Un moment de gloire pour les Ivoiriens qui ont vu leur équipe nationale s'imposer avec brio et remporter le trophée tant convoité. Le résumé du match avec Amadou Diallo. La Côte d'Ivoire, championne d'Afrique pour la 3e fois de son histoire. Mais ce titre-là à domicile a une saveur toute particulière. La Côte d'Ivoire est champion d'Afrique. Les éléphants remportent la CAN 2023. Ils ont battu le Nigeria par 2-1. Une performance exceptionnelle. Les miraculés deviennent maîtres du continent. Un scénario incroyable. La Côte d'Ivoire accroche la 3e étoile sur son maillot. Les Ivoiriens y ont vu quelque chose puisqu'ils gagnent à domicile la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Au début du match, ce sont les Ivoiriens qui donnent le ton. Dès la 7e minute, Adingra provoque mais frappe au-dessus. 21e minute, Max Allais Gradel se signale par un geste acrobatique, mais le ballon finit dans le petit filet. Adingra se montre encore à la 34e minute. Il se présente face à Wabali. Le gardien nigérien gagne le duel. Les Super Eagles se réveillent. Zeidou voit sa frappe contrée par Kosunu. 1 minute plus tard, le Nigeria ouvre le score. Trost Ikong marque de la tête. Ikong prend le dessus sur Aurier après ce corner. 1-0 pour le Nigeria. Trost Ikong inscrit ainsi son 3e but dans cette CAN. Peu avant la mi-temps, Osimhen semble être blessé, mais le cyborg tient debout et retrouve ses partenaires. De retour de la pause, l'excellent Adingra offre un centre à Kessié qui reprend de la tête, mais Wabali est vigilant. Les Ivoiriens sonnent la révolte. Kosunu lance un missile vers Wabali qui concède le corner. Le corner tiré par Adingra
vient directement sur Franck Kissié qui marque de la tête. Cette fois-ci, Wabali est battu. Les éléphants égalisent. Un but partout entre le Nigeria et la Côte d'Ivoire. Le barrissement des éléphants envahit tout le stade. L'égalisation donne de l'envergure aux Ivoiriens. Ils continuent d'attaquer. Sébastien Haller, sur une remise d'Adingra, réalise un geste de classe, mais ça passe à côté. Quelques minutes plus tard, le génie Adingra, encore à la baguette, sert Sébastien Haller qui marque. Emers Faye, le coach ivoirien, est fou de joie. Les miraculés tiennent le bon bout. Après les 7 minutes d'arrêt de jeu, c'est la Côte d'Ivoire qui mène toujours au score. 2 buts à 1 pour les éléphants qui remportent ainsi la CAN. Les Ivoiriens sont champions d'Afrique à domicile. Les éléphants s'emparent donc de leur 3e couronne continentale dans une finale épique, justement en direction Abidjan, où nous retrouvons notre envoyé spécial Ibrahima Mboup. Bonsoir Ibrahima, quelle est l'ambiance à Abidjan après ce triomphe historique des éléphants? Bonsoir René Léon Fonseca, c'est la joie, une joie indescriptible après le sacre des éléphants dans cette très belle finale face au Nigeria. Au coup de sifflet final, c'était l'effusion de joie. Les gens étaient contents, les supporters ivoiriens reviennent de très loin. C'était pas évident pour eux de vivre ce moment-là parce que le premier tour a été catastrophique. Certains même ont décroché, hein. Ils ne suivaient même plus les matchs. Mais après ce 8e de finale-là, il y a eu un parcours atypique. Ce soir, c'est la joie. Les Ivoiriens ont célébré ici au stade Alassane Ouattara d'Ebimpe. C'est sûr qu'aussi dans la ville à Abidjan, ce sont ces scènes de joie-là qui vont marquer le décor. Nous sommes toujours au stade Alassane Ouattara d'Ebimpe parce qu'il y a la zone mixte. La zone mixte, c'est là où passent les joueurs quand ils sortent du vestiaire pour parler aux journalistes. Le match est terminé depuis bientôt 2 heures, mais les joueurs ivoiriens sont toujours dans le vestiaire pour célébrer, pour faire un petit débrief, parler avec leur famille, peut-être prendre une douche, manger avant de sortir et répondre aux questions des journalistes. Il y a quelques joueurs qui sont passés comme Max Alain Gradel et Serge Aurier, qui sont les seuls 2 joueurs du groupe qui ont remporté la CAN 2 fois, puisqu'ils étaient de l'expédition de 2015 à Malabo. Ils sont tout contents de faire partie de ce cercle très restreint de footballeurs ivoiriens sacrés 2 fois champions d'Afrique. Et Ibrahima, qu'est-ce qui a fait la différence dans cette finale palpitante? Je pense que les Ivoiriens n'ont rien lâché. Ils y ont cru jusqu'au bout. Ils ont joué avec beaucoup d'envie, beaucoup de motivation, poussés par un public magnifique. Il faut le dire, le 12e homme a été déterminant dans cette victoire des éléphants. À moins de 2 heures du coup d'envoi, le stade était presque totalement rempli. Véritablement, les supporters étaient à fond derrière leur équipe. L'équipe était déterminée. Il y a eu aussi les choix tactiques de Emers Faye. Je pense que c'est l'un des grands artisans de ce sacre. Ensuite, il y a aussi la baraka du champion. Parce qu'à chaque fois que la Côte d'Ivoire est dans une situation difficile, les joueurs ont pu trouver les ressources pour égaliser et aller faire la remontada face à une bonne équipe du Nigeria. Mais je pense que c'est un sacre mérité, hein. Les Ivoiriens n'ont pas volé ce sacre-là. Ils ont joué avec beaucoup d'envie et ça paye en football, en plus de la baraka qu'ils ont eue depuis les 8e de finale. C'était un scénario incroyable. C'est rare dans l'histoire de la Coupe d'Afrique des Nations de voir une équipe qui a eu 2 défaites en phase de groupe et être sacrée championne à l'issue de la finale.
Et dernière question, Ibrahima, quel bilan peut-on tirer de l'organisation de cette CAN? Un bilan très positif. Les Ivoiriens ont organisé une très belle Coupe d'Afrique des Nations. À tout point de vue, c'est un succès. C'est un franc succès. Les stades sont beaux, des stades de qualité, des pelouses de qualité. Les Ivoiriens ont construit 24 terrains d'entraînement pour les équipes qui ont participé à cette CAN. Ça, c'est inédit dans l'histoire de cette compétition. Le peuple ivoirien a été aussi accueillant, bienveillant. Il y a eu des volontaires un peu partout, prêts à aider les journalistes, prêts à aider les officiels. L'État ivoirien aussi a fait d'énormes investissements. Rien qu'ici à Abidjan, vous voyez beaucoup de ponts, beaucoup d'échangeurs. Et cette CAN a coûté beaucoup à l'État ivoirien. On parle de près de 500 milliards de francs CFA. Je pense que c'est une Coupe d'Afrique très réussie. Et le président de la CAF a parlé de la meilleure CAN de l'histoire. Je pense qu'on n'en est pas loin. À tout point de vue, les Ivoiriens ont relevé le défi de l'organisation. Et ce soir aussi, ils ont relevé le défi de la participation en se hissant sur le toit du continent africain avec cette 3e étoile sur le maillot. Voilà, merci Ibrahima Mboup pour toutes ces précisions. Merci également pour ce voyage au cœur de l'émotion et merci d'avoir bien voulu partager avec nous chaque instant palpitant de cette compétition. Et on se donne bien sûr rendez-vous au Maroc en 2025 pour de nouvelles aventures. Et je vous propose de suivre quelques réactions des Ivoiriens en conférence de presse. Content et très fier du groupe aussi parce qu'on a été repêchés. C'était pas facile, mais avec le mental, on a pu se mettre ensemble et voilà, ça a payé. Aujourd'hui, on est champion d'Afrique. Personnellement, il peut dire c'est une grâce de Dieu parce que au départ, j'étais blessé. À 2 jours de la liste, j'étais blessé. Donc voilà, malgré ça, le coach m'a fait confiance et il m'a appelé. Donc voilà, je peux dire merci à Dieu, c'est tout. C'est plus qu'un conte de fées. C'est plus qu'un conte de fées. Franchement, j'ai du mal à réaliser encore qu'on l'a fait. Quand je repense à tout ce qu'on a vécu, tout ce qu'on a traversé pendant la compétition, les moments difficiles, les moments où on a été mené, les moments où on est revenu à la dernière minute, c'est extraordinaire. C'est une chance énorme. On est des miraculés. On a été chercher la coupe. Parce qu'on n'a rien lâché, parce qu'on s'est battu jusqu'au bout et on a montré qu'on était des hommes et qu'on savait rebondir malgré les coups durs. J'arrive même pas à mesurer ma joie, franchement, c'est énorme ce qui m'arrive. Je rêvais de gagner la CAN en tant que joueur, je l'ai pas fait, j'ai pas su le faire. Et là, j'ai eu une opportunité de le faire en tant qu'entraîneur. Et malgré le fait que c'est arrivé dans des circonstances particulières, bizarres, parce que le jour de mon anniversaire, je dois encaisser le départ de Jean-Louis, que je félicite aussi, parce que c'est aussi sa victoire. Et prendre l'équipe alors qu'on n'est pas sûr d'être qualifié encore. Donc ça a été un anniversaire particulier, mais voilà, par la grâce de Dieu, on a eu une deuxième chance. On l'a saisi à fond, on a joué notre coup à fond et on n'a rien lâché pour aller chercher la coupe. Après une résurrection inespérée, la Côte d'Ivoire est maintenant au paradis. Les éléphants succèdent aux Lions du Sénégal au terme d'un match maîtrisé face aux Super Eagles. Un exploit retentissant qui donne une 3e étoile à la Côte d'Ivoire. CAN, le miracle du sacre ivoirien. C'est une chronique signée Oumar Diaw. Les lampions vont s'éteindre sur cette 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Une des plus réussies, tant au plan organisationnel que de la qualité des confrontations. L'issue peut paraître paradoxale, curieuse, surprenante, invraisemblable, anecdotique
Au vu du début de la compétition, que la coupe reste en terre ivoirienne était une mince probabilité au regard du parcours laborieux des éléphants au premier tour. Après la raclée, la correction administrée par la Guinée équatoriale, on ne donnait plus cher de la peau des poulains de Jean-Louis Gasset, remplacé au pied levé par Emers Faye. Grâce au Maroc, la Côte d'Ivoire est repêchée in extremis pour jouer les huitièmes de finale devant le champion en titre qui a fait le plein de points et de buts dans la première partie du tournoi. Face au Sénégal, hyper favori, la Côte d'Ivoire déjoue les pronostics. Aurions-nous vendu la peau de l'ours ou de l'éléphant plutôt? Le champion rend son trophée. Quand on bat le champion, on ne se fixe que la borne supérieure. L'idée d'aller jusqu'au bout a sans doute germé le soir de la résurrection. Quant au bienfaiteur qui a rendu le miracle possible, le Maroc, il est rentré en même temps que l'Égypte et le Sénégal. Le football nord-africain perd du terrain. Pharaon, Lion de l'Atlas, Aigle de Carthage, Fennec n'ont pas réussi la traversée du désert saharien. Ce soir, les dieux du stade ont choisi les éléphants. Pourtant, organiser n'est pas toujours synonyme de sac. En 2000, au Lagos National Stadium, les Super Eagles de DJ Okocha et de Nwankwo Kanu avaient perdu devant les indomptables de Patrick Mboma et de Samuel Eto'o-Fils. Pour dire que l'histoire ne se répète pas toujours. Pour la troisième fois. Voilà, c'est sur ces belles notes que se referme cette édition. Mesdames et messieurs, merci de votre attention et de votre fidélité. Je vous souhaite une agréable soirée. li gënoon a jafe avant mooy dugg ci mutuelle sociale des artisans moo doon mbirum faj ak santé ndax